Le silence pesait comme une chape de plomb dans la salle à manger familiale, où Margot contemplait son assiette à peine touchée. L'odeur du rôti dominical flottait encore dans l'air, mais l'appétit s'était évanoui depuis que Céline avait abordé le sujet de sa chirurgie esthétique. À 24 ans, sa sœur cadette arborait déjà cette expression boudeuse qui annonçait une crise imminente, tandis que leurs parents échangèrent des regards complices. « Margot, tu pourrais quand même faire un effort pour ta sœur », déclara leur mère en repoussant une mèche grise derrière son oreille. « Ce n'est pas comme si tu avais des frais importants en vivant ici. » Margot leva les yeux vers Céline qui jouait nerveusement avec ses ongles parfaitement manucurés. Depuis l'enfance, sa sœur avait toujours obtenu tout ce qu'elle désirait par des caprices ou des larmes savamment orchestrées. Cette fois-ci, elle réclamait 15 000 € pour une rhinoplastie que leur père qualifiait d'investissement dans son avenir. « Je travaille dur pour économiser en vue de mon propre appartement », répondit Margot d'une voix ferme. « Cette chirurgie n'est pas une nécessité médicale mais un caprice. » Le visage de son père s'empourpra instantanément. Bernard Roussel dirigeait sa famille comme il avait dirigé son service de comptabilité pendant 30 ans, avec une autorité inflexible qui ne souffrait aucune contradiction. Ses mains se crispèrent sur sa serviette, tandis qu'il fixait sa fille aînée avec cette expression glaciale qui la terrorisait depuis l'enfance. « Un caprice, dis-tu » gronda-t-il en se levant lentement de sa chaise. Ta sœur a le droit d'être heureuse et épanouie dans son corps. Margot sentit son cœur s'accélérer, mais maintint son regard. À 28 ans, elle avait consacré sa vie à soigner les autres comme infirmière en cardiologie, tout en subvenant discrètement aux besoins de cette famille qui prenait son dévouement pour acquis. L'injustice de la situation lui brûlait la gorge comme un acide. « Papa, 15 000 € représente 8 mois de mon salaire, » expliqua-t-elle patiemment. Je ne peux pas hypothéquer mon avenir pour satisfaire les complexes de Céline. Le coup partit si vite qu'elle n'eut pas le temps de l'esquiver. La gifle claqua dans le silence comme un coup de fouet projetant sa tête sur le côté avec une violence qui lui fit voir des étoiles. Sa joue s'enflamma instantanément, tandis qu'un goût métallique envahissait sa bouche. « Cette gifle va t'apprendre à obéir », rugit Bernard, le visage déformé par une rage qu'elle ne lui avait jamais vue. Margot porta instinctivement la main à sa joue meurtrie, sentant déjà le gonflement commencer. Le choc la laissait sans voix, le cerveau incapable de traiter ce qui venait de se produire. Jamais même dans ses pires colères, son père ne l'avait frappé. Céline se leva à son tour les yeux brillants d'une satisfaction mauvaise qui glaça le sang de Margot. « Si tu ne paies pas mon intervention esthétique, ce sera pire », cracha-t-elle avec un sourire cruel. « On en a assez de tes airs de sainte Nitouche. » Le monde sembla s'arrêter autour de Margot. Sa mère détournait les yeux, refusant de croiser son regard suppliant, tandis que Céline savourait visiblement sa détresse. La douleur physique n'était rien comparée à l'effondrement de l'image qu'elle avait de sa famille. Elle se leva lentement les jambes tremblantes et quitta la pièce sans un mot. Dans sa chambre, elle contempla son reflet dans le miroir. Sa joue droite virait déjà au rouge sombre et une petite coupure marquait le coin de sa lèvre. Ses yeux brillaient de larmes non versées. Mais quelque chose d'autre y flamboyait aussi. La colère. Une colère froide et déterminée qui balayait des années de soumission et de compromis. Margot ouvrit son armoire et en sortit sa grande valise. Méthodiquement, elle y rangea ses vêtements, ses livres, ses quelques bijoux précieux. Chaque geste était calculé, chaque objet choisi avec soin. 2 heures plus tard, elle descendait l'escalier, sa valise à la main, son sac de voyage à l'épaule. Le salon était plongé dans l'obscurité, mais elle entendait la télévision diffuser un film comme si rien ne s'était passé. Cette normalité feinte après l'agression qu'elle avait subie acheva de la conforter dans sa décision. Elle posa ses clés de maison sur la table d'entrée avec un bruit sec qui résonna dans le silence. Puis elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit fraîche d'octobre, respirant enfin librement après des années d'étouffement. Margot ne se retourna pas en remontant l'allée du pavillon familial. Derrière elle, s'achevait une existence de soumission et d'humiliation. Devant elle s'ouvrait l'inconnu terrifiant mais ô combien libérateur. Le studio de 22 mètres carrés sentait l'humidité et la peinture écaillée, mais Margot y respirait enfin librement. 3 jours après sa fuite nocturne, elle contemplait son nouveau refuge situé au 4e étage d'un immeuble vétuste du 20e arrondissement.
Le loyer engloutissait la moitié de son salaire d'infirmière. Mais cette indépendance chèrement payée valait tous les sacrifices. Ses quelques affaires tenaient dans un coin de la pièce unique, tandis qu'un matelas gonflable lui servait de lit. La kitchenette minuscule ne possédait qu'une plaque électrique défaillante et un réfrigérateur qui ronronnait étrangement. Mais Margot avait connu pire durant ses études. Cette précarité assumée lui procurait une fierté qu'elle n'avait jamais ressentie dans le confort douillet de la maison familiale. Son téléphone vibrait sans cesse sur la table bancale qu'elle avait achetée d'occasion. Les appels de son père se succédaient toutes les heures, accompagnés de messages alternant menaces et supplications. Bernard Roussel ne supportait pas qu'on lui résiste, et cette rébellion imprévue le rendait fou de rage. « Tu vas revenir immédiatement !» hurlait-il dans ses messages vocaux. « Une fille convenable ne vit pas seule comme une traînée !» Margot éteignait systématiquement son téléphone après avoir écouté ses diatribes haineuses. La violence des mots ne l'atteignait plus maintenant qu'elle avait goûté à la liberté. Chaque injure confirmait qu'elle avait pris la bonne décision en fuyant cette toxicité. À l'hôpital Sainte-Anne où elle travaillait depuis 4 ans, l'atmosphère était différente. Ses collègues du service de cardiologie avaient remarqué l'ecchymose violacée qui marquait encore sa joue droite, malgré le fond de teint épais dont elle l'avait recouverte. Sophie Mercier, une infirmière chevronnée de 55 ans, l'observait avec inquiétude durant leur garde commune. « Tu es sûre que ça va, ma petite ?» lui demanda Sophie en préparant les médicaments du matin. « Cette marque sur ton visage me tracasse. Je suis tombée dans l'escalier, » mentit Margot sans conviction. « C'est stupide, mais ces choses arrivent. » Sophie hocha la tête sans insister. Mais son regard perçant trahissait son scepticisme. Cette femme expérimentée avait vu suffisamment de situations difficiles pour reconnaître les signes de violence domestique. Sa discrétion bienveillante touchait Margot, qui n'était pas habituée à tant de délicatesse. Le docteur Alexandre Moreau, cardiologue respecté du service, croisa Margot près de la salle de repos durant sa pause déjeuner. Cet homme de 35 ans dirigeait l'équipe avec une autorité naturelle tempérée par une humanité rare dans le milieu médical. Son regard s'attarda sur le visage de Margot avec une inquiétude professionnelle. « Mademoiselle Roussel, vous semblez fatiguée ces derniers jours ?» observa-t-il avec tact. « Si vous traversez des difficultés personnelles, n'hésitez pas à nous en parler. » Margot baissa instinctivement les yeux, troublée par cette sollicitude inattendue. Dans sa famille, personne ne s'était jamais soucié de son bien-être avec une telle sincérité. Cette attention la désarmait complètement. « Merci, docteur, mais tout va bien, » répondit-elle d'une voix mal assurée. « Je m'adapte simplement à quelques changements. » Alexandre acquiesça respectueusement, mais glissa sa carte de visite dans la poche de sa blouse. Margot découvrit plus tard qu'il y avait inscrit le numéro d'une association d'aide aux femmes victimes de violences. Cette prévenance silencieuse la bouleversa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le soir venu, dans son studio silencieux, Margot contemplait les lumières de Paris qui scintillaient derrière sa fenêtre. La solitude pesait parfois, mais elle préférait cette mélancolie à l'oppression familiale. Elle avait franchi le premier pas vers sa liberté. Mais combien de sacrifices cette indépendance allait-elle encore lui coûter ? Margot passa sa première semaine de liberté à redécouvrir les plaisirs simples d'une existence autonome. Choisir ses repas, regarder ses émissions préférées, se coucher à l'heure qui lui convenait. Ces petits bonheurs quotidiens prenaient une saveur particulière après des années de contraintes familiales. Mais cette euphorie s'estompa rapidement quand elle découvrit l'ampleur des dégâts financiers. Un courrier officiel de sa banque l'attendait dans sa boîte aux lettres, accompagné de plusieurs relances pour des crédits qu'elle n'avait jamais contractés consciemment. Le montant total lui coupa le souffle. 45 000 € de dettes répartis sur 3 organismes de crédit différents. Sa signature figurait pourtant sur chaque document, parfaitement imité. « Comment ont-ils osé ?» murmura-t-elle, en feuilletant fébrilement les papiers dans son studio exigu. Les dates correspondaient exactement aux périodes où ses parents lui avaient demandé de signer divers documents administratifs prétendument anodins. Son père utilisait toujours le même stratagème. Il lui présentait une pile de papers, en expliquant rapidement qu'il s'agissait de formalités fiscales ou d'assurance habitation. Margot signait machinalement, trop occupée par son travail pour examiner attentivement chaque ligne.
Cette découverte la révolta plus encore que la gifle reçue. Sa famille l'avait non seulement abusé de sa confiance, mais hypothéqué son avenir financier pour maintenir leur train de vie artificiel. Les vacances luxueuses de Céline, les équipements high-tech du salon, la nouvelle voiture de leur mère, tout avait été financé avec son argent à elle. À l'hôpital, Sophie remarqua immédiatement son trouble. L'infirmière expérimentée l'aborda durant la pause déjeuner avec cette délicatesse qui la caractérisait. « Ma petite, tu as l'air soucieuse depuis quelques jours », observa-t-elle en s'asseyant près de Margot dans la salle de repos. « Les problèmes s'accumulent. » Margot hésita longuement avant de se confier partiellement. Elle évoqua les difficultés financières inattendues sans mentionner explicitement la fraude familiale. Sophie l'écouta attentivement, hochant la tête avec compréhension. « J'ai vécu quelque chose de similaire dans ma jeunesse », révéla-t-elle doucement. Parfois les proches profitent de notre générosité au-delà du raisonnable. Cette confidence inattendue toucha profondément Margot. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un semblait comprendre sa situation sans la juger. L'empathie de Sophie contrastait violemment avec l'indifférence glaciale de sa mère. Le docteur Alexandre Moreau croisa Margot près du distributeur de boissons chaudes en fin d'après-midi. Il remarqua ses traits tirés et ses gestes nerveux, tandis qu'elle tentait vainement de faire fonctionner la machine récalcitrante. « Permettez-moi », dit-il en donnant un coup sec sur le côté de l'appareil. « Cette machine a ses caprices, mais je connais ses secrets. » Le café coula enfin, fumant et odorant. Alexandre observa discrètement le visage tendu de Margot avant de lui proposer son aide avec tact. « Si vous traversez des difficultés administratives ou légales, je connais d'excellents professionnels, » suggéra-t-il. Parfois, un conseil juridique peut éviter bien des complications. Margot le remercia chaleureusement tout en déclinant poliment son offre. Elle n'était pas encore prête à révéler l'ampleur de sa situation, mais cette sollicitude la réconfortait. Le soir même, elle reçut une visite impromptue qui la figea d'effroi. Céline se tenait devant sa porte, les yeux rougis et le maquillage défait. Sa sœur cadette arborait cette expression de détresse calculée qu'elle maîtrisait depuis l'enfance. « Papa fait une dépression à cause de ton égoïsme », attaqua-t-elle d'emblée. « Maman pleure tous les soirs et ne mange plus. » Margot sentit la culpabilité familière l'envahir, mais résista à cette manipulation grossière. Elle avait payé trop cher sa liberté pour la sacrifier aux larmes de crocodile de sa sœur. Que cachait vraiment cette visite soudaine de Céline? Bernard Roussel s'effondra un mardi matin à 7 heures précises, alors qu'il préparait son café habituel dans la cuisine familiale. Sa femme le découvrit étalé sur le carrelage froid, le visage livide et la respiration saccadée. Les services d'urgence le transportèrent immédiatement à l'hôpital Sainte-Anne où, ironiquement, sa fille travaillait depuis 4 ans. Crise cardiaque majeure, diagnostiqua l'équipe médicale après les premiers examens. Le patient présente une arythmie sévère, probablement déclenchée par un stress psychologique intense. Margot apprit la nouvelle par sa mère qui l'appelait en sanglotant depuis la salle d'attente. Cette femme, habituellement si composée, semblait complètement perdue face à la détresse de son mari. Sa voix tremblante implorait Margot de revenir au chevet paternel. « Il demande après toi sans arrêt », supplia-t-elle. Les médecins disent que son état psychologique influence sa récupération. Margot raccrocha avec un sentiment mélangé de culpabilité et de révolte. Une partie d'elle compatissait sincèrement aux souffrances de cet homme malgré tout, mais elle refusait de céder au chantage émotionnel qui avait gouverné toute son existence. Cette hospitalisation n'était-elle pas une manipulation supplémentaire pour la ramener dans le rang? Le docteur Alexandre Moreau dirigeait justement l'équipe qui soignait Bernard Roussel. Cette coïncidence troublante plaçait Margot dans une position délicate qu'elle n'avait pas anticipée. Alexandre connaissait maintenant l'identité de son père, et cette proximité professionnelle la mettait mal à l'aise. « Votre père est dans un état critique mais stable », l'informa-t-il avec tact durant leur service commun. « Souhaitez-vous le voir pendant votre pause ?» Margot accepta finalement cette visite après 2 jours d'hésitation. Elle pénétra dans la chambre 314 avec appréhension, découvrant Bernard relié à plusieurs moniteurs cardiaques. Cet homme, autrefois si imposant, paraissait soudainement fragile et vieilli dans son lit d'hôpital. « Tu es venu », murmura-t-il d'une voix faible, en tournant péniblement la tête vers elle. Margot s'approcha lentement, observant les traces que la maladie avait creusées sur ce visage familier. Son père semblait avoir perdu 10 ans en quelques jours,
et cette transformation physique l'émut malgré elle. « Comment te sens-tu, papa » demanda-t-elle simplement. « Comme un homme qui a tout perdu par orgueil » répondit-il après un silence. « Ta mère me reproche ton départ chaque jour. » Margot serra les poings imperceptiblement. Même affaibli par la maladie, Bernard trouvait le moyen de la culpabiliser en évoquant la tristesse maternelle. Cette stratégie éculée ne fonctionnait plus sur elle désormais. « J'ai découvert les crédits contractés en mon nom », annonça-t-elle calmement. 45 000 € de dettes que je n'ai jamais autorisées. Le visage de son père se crispa légèrement, mais il évita soigneusement son regard. Cette réaction confirmait ses soupçons les plus noirs. Sa famille l'avait délibérément escroqué pendant des années. Ces sommes ont servi à la famille, justifia-t-il faiblement. Tu vivais sous notre toit et profitais de notre confort, en hypothéquant mon avenir sans mon consentement, répliqua Margot d'une voix ferme. Cette signature falsifiée constitue une fraude caractérisée. Bernard tenta de se redresser dans son lit, mais les câbles médicaux limitaient ses mouvements. Ses yeux retrouvèrent temporairement cette lueur autoritaire qui terrorisait autrefois sa fille. « Tu n'oseras jamais porter plainte contre ton propre père », gronda-t-il malgré sa faiblesse physique. Margot le fixa intensément, surprise par sa propre détermination. Cet homme avait perdu définitivement son pouvoir d'intimidation sur elle. Alexandre Moreau entra à ce moment précis pour effectuer sa visite médicale de routine. Il salua poliment Margot avant d'examiner les constantes de son père. Le contraste entre ces deux hommes frappait par son évidence. L'un représentait la bienveillance respectueuse, l'autre, l'autorité toxique. « Monsieur Roussel, votre tension reste préoccupante », observa Alexandre en consultant le moniteur. « Le stress nuit considérablement à votre rétablissement. » Margot quitta la chambre quelques minutes plus tard, laissant son père aux soins compétents du personnel médical. Dans le couloir, elle croisa le regard compatissant d'Alexandre, qui semblait avoir saisi l'atmosphère tendue de cette rencontre familiale. Margot passa sa nuit à ruminer la confrontation avec son père hospitalisé. Les paroles de Bernard résonnaient encore dans sa tête. Cette arrogance intacte malgré la maladie confirmait qu'il ne changerait jamais. Elle prit sa décision définitive au petit matin, en contemplant le lever du soleil depuis sa fenêtre exiguë. Le lendemain, elle profita d'une pause déjeuner prolongée pour se confier enfin à Sophie dans la salle de repos déserte. L'infirmière expérimentée l'écouta sans l'interrompre, hochant gravement la tête à chaque révélation sur la manipulation financière familiale. « 45 000 € détournés avec ta signature falsifiée », répéta Sophie d'un ton incrédule. « Ma petite, c'est de l'escroquerie pure et simple. » Margot sentit un soulagement immense à prononcer enfin ces mots à voix haute. Garder ce secret l'épuisait moralement depuis des semaines, et la compassion de Sophie lui redonnait confiance en son jugement. « J'ai vécu quelque chose de similaire avec mon ex-mari », révéla Sophie en posant sa main sur celle de Margot. « Il avait contracté des crédits en utilisant ma signature pendant que je travaillais. La récupération fut longue mais possible. » Cette confidence inattendue bouleversa Margot. Sophie avait donc traversé des épreuves comparables et s'en était sortie par sa propre force. Cette perspective d'espoir l'encourageait à persévérer dans sa démarche. « Tu dois consulter un avocat spécialisé immédiatement », conseilla fermement Sophie. « Plus tu attends, plus tes chances de récupération diminuent. » Le docteur Alexandre Moreau les rejoignit à ce moment précis, s'excusant de les déranger. Margot hésita quelques secondes avant de lui faire confiance à son tour. Cet homme avait toujours fait preuve de discrétion et de respect envers elle. « Docteur, auriez-vous des recommandations pour un conseil juridique en droit bancaire ?» demanda-t-elle directement. Alexandre s'assit en face d'elle, comprenant immédiatement la gravité de la situation. Son regard bienveillant encourageait les confidences sans jamais forcer l'intimité. « Maître Catherine Dubois est excellente dans ce domaine », suggéra-t-il en notant les coordonnées sur une feuille. Elle a aidé plusieurs collègues dans des affaires de fraude familiale. Margot accepta reconnaissante ces références précieuses. La solidarité professionnelle de ses collègues contrastait violemment avec l'égoïsme toxique de sa famille. Ces gens l'aidaient, sans rien attendre en retour, simplement par humanité. L'après-midi même, Céline débarqua à nouveau devant son studio avec une stratégie différente. Cette fois-ci, elle arborait une expression de détresse authentique qui troubla momentanément Margot. Sa sœur cadette semblait réellement paniquée par l'hospitalisation paternelle. « Papa va très mal », annonça-t-elle d'emblée.
Les médecins parlent de complications cardiaques graves. Margot l'invita à entrer malgré sa méfiance. Céline découvrit avec stupeur la précarité du studio, comprenant enfin que sa sœur aînée ne vivait plus dans le confort familial. « Tu habites vraiment ici ?» s'étonna-t-elle en observant le matelas gonflable et la kitchenette sommaire. « C'est ma liberté », répondit fièrement Margot. « Je préfère cette honnêteté à vos mensonges dorés. » Céline s'effondra soudainement en larmes sur la chaise bancale, révélant une vulnérabilité que Margot ne lui connaissait pas. Cette crise semblait différente des caprices calculés de l'enfance. « Maman me reproche la maladie de papa », sanglota-t-elle. « Elle dit que mes exigences financières l'ont poussée à bout. » Margot ressentit une pointe de compassion pour cette jeune femme qui découvrait brutalement les conséquences de ses actes. Céline avait été élevée dans l'irresponsabilité totale et payait maintenant le prix de cette éducation défaillante. La chirurgie esthétique n'était qu'un prétexte, révéla soudainement Céline. Papa voulait surtout que tu reviennes vivre à la maison pour continuer à payer leurs factures. Cette confession inattendue confirma les pires soupçons de Margot. Sa famille la considérait uniquement comme une source de financement, pas comme une personne digne d'amour et de respect. Ils t'ont utilisé pendant des années sans aucun remords, poursuivit Céline d'une voix brisée. Et moi j'étais trop égoïste pour m'en apercevoir. Margot observa sa sœur avec un mélange de pitié et de colère. Cette prise de conscience tardive ne rachetait pas des années d'exploitation financière, mais elle ouvrait peut-être une possibilité de réconciliation future. Cette révélation sur les véritables motivations paternelles renforcerait-elle sa détermination à poursuivre sa quête d'indépendance? Maître Catherine Dubois reçut Margot dans son cabinet feutré du 7e arrondissement 3 jours après leur premier contact téléphonique. Cette avocate quadragénaire au regard perçant examina méthodiquement les documents bancaires frauduleux que Margot avait rassemblés avec soin. « Votre dossier présente tous les éléments d'une escroquerie familiale caractérisée », déclara-t-elle après une heure d'analyse approfondie. Ces signatures ont été imitées avec une précision qui trahit une longue préparation. Margot sentit sa détermination se renforcer face à cette confirmation juridique. Elle n'avait donc pas imaginé cette manipulation financière qui avait hypothéqué son avenir pendant des années. « Quelles sont mes chances de récupération ?» demanda-t-elle anxieusement. « Excellente avec ses preuves », assura Maître Dubois. « Mais vous devez comprendre qu'une plainte contre vos parents déclenchera une procédure pénale irréversible. » Cette perspective effrayait Margot malgré sa colère légitime. Porter plainte contre sa propre famille franchissait une ligne rouge qu'elle n'avait jamais imaginé devoir traverser. Mais l'alternative consistait à subir passivement cette injustice criante. « Je veux récupérer mon argent et ma dignité », affirma-t-elle fermement. « Déposons cette plainte. » L'avocat entreprit immédiatement les démarches légales nécessaires. Dans les 48 heures qui suivirent, Bernard Roussel apprit depuis son lit d'hôpital qu'une enquête judiciaire était ouverte contre lui pour usage de faux et escroquerie. Sa réaction fut aussi violente qu'imprévisible. « Comment a-t-elle osé ?» hurla-t-il en arrachant ses perfusions dans un accès de rage incontrôlé. Les moniteurs cardiaques s'affolèrent immédiatement, déclenchant l'alerte générale du service de cardiologie. Alexandre Moreau accourut avec l'équipe médicale d'urgence pour stabiliser un patient en détresse respiratoire aiguë. « Monsieur Roussel, calmez-vous ou votre cœur ne supportera pas cette tension », ordonna Alexandre en vérifiant ses constantes vitales. Mais Bernard était devenu incontrôlable. La perspective de poursuites judiciaires et de sanctions pénales déclenchait chez lui une crise cardiaque majeure qui nécessita une intervention d'urgence immédiate. Son transfert en réanimation spécialisée fut ordonné dans l'heure. Margot apprit cette aggravation dramatique par sa mère qui l'appelait en état de choc depuis la salle d'attente. Cette femme habituellement si maîtrisée semblait complètement dépassée par les événements qui s'enchaînaient. « Ton père est entre la vie et la mort à cause de ta plainte », l'accusa-t-elle d'une voix brisée par les sanglots. « Tu vas le tuer avec ton égoïsme. » Margot raccrocha brutalement, refusant d'accepter cette culpabilisation injuste. La maladie de son père résultait de ses propres actes malhonnêtes, pas de sa légitime défense juridique. Elle ne porterait plus jamais la responsabilité des conséquences de leur choix toxique. Sophie la trouva en larmes dans la réserve médicale où elle s'était réfugiée pour pleurer en paix. L'infirmière expérimentée la prit dans ses bras avec cette tendresse maternelle qui lui manquait cruellement. « Ma petite, tu as fait ce qu'il fallait », la rassura-t-elle fermement. «
Sa maladie ne résulte pas de ta courage, mais de sa malhonnêteté. Alexandre Moreau les rejoignit quelques minutes plus tard, son visage grave trahissant la gravité de la situation médicale. Il s'adressa à Margot avec tact et professionnalisme malgré les circonstances délicates. « L'état de votre père s'est stabilisé », l'informa-t-il sobrement. « Mais son pronostic reste réservé pour les prochaines heures. » Margot hocha la tête en silence, partagée entre soulagement et appréhension. Elle ne souhaitait pas la mort de son père malgré tout ce qu'il lui avait fait subir. « Souhaitez-vous le voir ?» proposa délicatement Alexandre. « Non », répondit-elle fermement. « Je ne céderai plus à aucun chantage, même médical. » Cette décision marquait un tournant définitif dans sa quête d'émancipation. Céline débarqua ce soir-là devant son studio dans un état hystérique, accusant sa sœur de tous les maux familiaux avec une violence inouïe. « Tu vas retirer ta plainte immédiatement », exigea-t-elle en tambourinant à la porte. « Sinon, papa mourra par ta faute. » Mais Margot ne lui ouvrit même pas, restée sourde à ses manipulations grossières. Bernard Roussel survécut à sa crise cardiaque majeure, mais son état de santé demeurait critique. 3 semaines d'hospitalisation en soins intensifs avaient transformé cet homme autrefois si sûr de lui en patient diminué qui contemplait enfin sa propre mortalité. Les médecins parlèrent de séquelles permanentes et d'une convalescence de plusieurs mois. Cette perspective de handicap définitif ébranla profondément ses certitudes. Pour la première fois de son existence, Bernard réalisait qu'il pourrait mourir sans jamais revoir sa fille aînée. Cette éventualité le terrifiait plus que toutes les poursuites judiciaires imaginables. « Elle ne viendra même pas à mes funérailles », confessait-il à sa femme lors de ses visites quotidiennes. « J'ai perdu ma fille par orgueil stupide. » Marguerite Roussel observait son mari avec un mélange de compassion et de lucidité nouvelle. Cette crise familiale l'obligeait enfin à examiner objectivement le comportement tyrannique qu'elle avait toléré pendant 30 ans de mariage. L'évidence s'imposait douloureusement. Bernard avait détruit sa famille par autoritarisme excessif. « Tu as effectivement mal agi avec Margot », reconnut-elle courageusement. Cette signature falsifiée constitue un vol caractérisé. Bernard accusa le coup de cette première remise en cause conjugale. Sa femme avait toujours soutenu inconditionnellement ses décisions, même les plus contestables. Cette prise de position marquait un tournant psychologique majeur dans leur relation. Pendant ce temps, l'enquête judiciaire progressait méthodiquement sous l'impulsion de Maître Dubois. Les expertises bancaires confirmaient l'authenticité de la plainte de Margot, révélant un système de détournement qui s'étalait sur plusieurs années. Les preuves s'accumulaient inexorablement contre Bernard. « Votre père risque 2 ans de prison ferme et l'obligation de rembourser intégralement les sommes détournées », informa l'avocat Margot lors de leur rendez-vous hebdomadaire. Cette perspective de sanctions pénales lourdes terrifia la famille Roussel. Céline comprit enfin que ses exigences financières avaient poussé son père vers des actes répréhensibles qui menacèrent maintenant leur stabilité sociale. « Papa pourrait aller en prison à cause de moi », pleurait-elle dans les bras de sa mère. « J'ai réclamé cette chirurgie sans réfléchir aux conséquences. » Marguerite consolait sa fille cadette tout en mesurant sa propre responsabilité dans cette débâcle familiale. Elle avait encouragé les dépenses somptuaires de Céline sans s'interroger sur leur financement réel. Cette complicité passive la rongeait désormais. À l'hôpital, Margot traversait cette période difficile avec le soutien indéfectible de Sophie et Alexandre. Ses collègues admiraient secrètement son courage face à cette épreuve familiale déchirante. Beaucoup reconnaissaient en elle une force de caractère exceptionnelle. « Tu inspires toute l'équipe par ta détermination », lui confiait Sophie durant leur garde commune. Peu de femmes auraient eu ton cran dans cette situation. Alexandre approuvait silencieusement cette admiration professionnelle. Il observait Margot avec un respect grandissant, impressionné par sa capacité à maintenir son excellence professionnelle malgré les turbulences personnelles. Marguerite Roussel finit par prendre une décision qui surprit toute sa famille. Elle rendit visite à Margot dans son studio modeste un dimanche après-midi, sans prévenir ni demander l'autorisation de Bernard. Cette démarche courageuse marquait sa première rébellion conjugale en 3 décennies. « Ma fille, je viens te demander pardon », déclara-t-elle en découvrant la précarité du logement. « J'aurais dû te protéger au lieu de cautionner les agissements de ton père. » Margot accueillit sa mère avec émotion malgré sa méfiance légitime. Cette femme avait été complice de son exploitation, mais elle semblait sincèrement repentante face aux conséquences dramatiques de son silence.
Pourquoi maintenant, maman ? Demanda-t-elle simplement. Parce que je réalise enfin que nous t'avons volé ta jeunesse et ton argent, avoua Marguerite en pleurant. Tu mérites mieux que cette famille toxique. Cette confession maternelle bouleversa Margot plus qu'elle ne l'avait anticipé. Sa mère reconnaissait enfin publiquement les fautes familiales après des années de déni collectif. « Je vais quitter ton père quand il sortira de l'hôpital », annonça-t-elle courageusement. « À 62 ans, j'ai encore le droit de vivre dignement. » Cette révolution domestique inattendue changerait-elle définitivement l'équilibre des forces dans cette guerre familiale ? Bernard Roussel sortit enfin de l'hôpital après 6 semaines de soins intensifs, mais l'homme qui franchit le seuil de sa maison n'était plus celui qui y était entré. Son teint cireux et sa démarche hésitante trahissaient un organisme profondément affaibli par la maladie. Plus troublante encore, son regard avait perdu cette arrogance implacable qui terrorisait autrefois sa famille. Marguerite l'accueillit avec une froideur polie qui acheva de le déstabiliser. Sa femme avait utilisé ces semaines de solitude pour réorganiser complètement leur existence commune. Elle avait vidé leur compte joint, consulté un avocat spécialisé en divorce et trouvé un petit appartement dans le 15e arrondissement. « Tu pars vraiment ?» demanda-t-il d'une voix brisée en découvrant les cartons empilés dans l'entrée. « Je ne peux plus cautionner tes mensonges, » répondit-elle fermement. « Cette fraude contre notre propre fille dépasse toutes les limites acceptables. » Bernard s'effondra dans son fauteuil habituel, mesurant enfin l'étendue des dégâts causés par son autoritarisme. Il avait perdu sa fille aînée, sa femme s'apprêtait à le quitter, et Céline lui reprochait quotidiennement d'avoir hypothéqué leur avenir familial par cupidité. 3 jours plus tard, il prit une décision qui surprit tout le monde. Il appela Margot pour solliciter humblement une entrevue. Cette démarche lui coûtait énormément car elle impliquait de reconnaître publiquement ses torts après des mois de déni obstiné. « Je souhaiterais te parler, ma fille », demanda-t-il d'une voix tremblante au téléphone. « Si tu acceptes de me recevoir. » Margot hésita longuement, avant d'accepter cette rencontre dans un café neutre du 10e arrondissement. Elle arriva avec appréhension, accompagnée discrètement de Sophie qui surveillait les alentours depuis une table voisine. Cette précaution lui donnait confiance pour affronter sereinement son père diminué. Bernard l'attendait déjà, voûté sur sa chaise comme un homme vaincu par l'existence. Ses cheveux avaient blanchi durant son hospitalisation et ses mains tremblaient légèrement en portant sa tasse de café à ses lèvres. « Tu as maigri », observa-t-il tristement en contemplant le visage de sa fille. « L'indépendance a un prix », répondit-elle simplement sans agressivité particulière. Bernard hocha la tête, comprenant enfin que sa fille avait payé chèrement sa liberté. Cette jeune femme courageuse avait préféré la précarité matérielle à l'oppression familiale, et cette force de caractère l'impressionnait malgré lui. « Je viens te demander pardon pour tout ce que je t'ai fait subir », déclara-t-il solennellement. La fraude financière, la violence physique, le chantage émotionnel, tout était inexcusable. Margot l'écouta sans l'interrompre, surprise par cette humilité tardive mais authentique. Son père semblait sincèrement repentant, même si ses excuses arrivaient après des années de souffrances infligées. « J'ai cru bien faire en dirigeant votre existence », poursuivit-il difficilement. « Mais j'ai transformé notre famille en dictature, où seule ma volonté comptait. »« Pourquoi maintenant, papa ?» demanda-t-elle, comme elle avait questionné sa mère. « Parce que j'ai failli mourir sans jamais t'avoir dit que j'étais fière de toi », avoua-t-il en pleurant. « Tu es devenue une femme remarquable malgré mes erreurs éducatives. » Cette reconnaissance paternelle toucha profondément Margot. Elle avait attendu ces mots d'encouragement pendant 28 ans sans jamais les obtenir. Les recevoir maintenant dans ces circonstances dramatiques les rendait d'autant plus précieux. « J'accepte tes excuses, papa », déclara-t-elle après réflexion. « Mais j'ai des conditions non négociables pour envisager une réconciliation. » Bernard acquiesça immédiatement, prêt à tout pour reconquérir l'estime de sa fille aînée. Plus jamais de contact avec Céline tant qu'elle n'aura pas changé d'attitude, énonça fermement Margot, et respect total de mes choix de vie sans ingérence aucune. J'accepte toutes tes conditions, promit-il solennellement. Cette conversation marquait un tournant historique dans leur relation familiale. Pour la première fois de sa vie, Margot négociait d'égal à égal avec son père, au lieu de subir passivement ses décisions autocratiques. Pendant ce temps,
Marguerite finalisait son déménagement avec l'aide discrète de Margot, qui l'accompagnait dans ses démarches administratives. Cette solidarité féminine nouvelle renforçait leur complicité retrouvée, après des années de froideur imposée. « Je suis fière de toi, ma fille », lui confiait sa mère, en rangeant ses affaires dans son nouvel appartement. « Tu m'as appris le courage par ton exemple. » À l'hôpital, Margot rayonnait d'une sérénité nouvelle qui n'échappait à personne. Sophie et Alexandre observaient avec satisfaction l'épanouissement de leurs collègues qui avaient traversé victorieusement cette épreuve familiale. 6 mois s'écoulèrent, comme un souffle libérateur dans la nouvelle existence de Margot. L'appartement de 2 pièces qu'elle avait loué dans le 11e arrondissement respirait enfin sa personnalité authentique. Les murs crème accueillaient ses livres de médecine et ses plantes vertes, tandis que la cuisine équipée lui permettait de redécouvrir le plaisir de cuisiner pour elle-même. Sa promotion au poste d'infirmière coordinatrice avait officialisé la reconnaissance de ses compétences par l'équipe médicale. Alexandre Moreau avait personnellement recommandé sa candidature, soulignant son professionnalisme exemplaire et sa capacité à gérer les situations de crise avec sang-froid. « Margot incarne parfaitement les valeurs humaines de notre service », avait-il déclaré devant le conseil médical. Son parcours personnel démontre une force de caractère exceptionnelle. Cette promotion s'accompagnait d'une augmentation salariale substantielle qui consolidait définitivement son indépendance financière. Plus jamais elle ne dépendrait de quiconque pour subvenir à ses besoins essentiels. Sophie était devenue sa confidente privilégiée et son guide spirituel dans cette renaissance personnelle. L'infirmière expérimentée l'avait présentée à son cercle d'amis, femmes remarquables qui avaient toutes traversé des épreuves similaires avec dignité. Ces nouvelles amitiés enrichissaient son existence d'une solidarité féminine précieuse. « Tu rayonnes littéralement de bonheur », observait Sophie en la voyant arriver souriante chaque matin. « Cette transformation est spectaculaire. » Margot entretenait désormais des relations apaisées avec sa mère qui s'épanouissait dans son appartement autonome. Marguerite découvrait à 62 ans les joies de l'indépendance après 3 décennies de soumission conjugale. Leurs déjeuners dominicaux étaient devenus des moments de complicité authentique. « Je regrette de ne pas avoir eu ton courage plus tôt », lui confiait régulièrement sa mère. « Tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie. » Bernard avait respecté scrupuleusement les conditions posées par sa fille. L'enquête judiciaire s'était soldée par un non-lieu contre remboursement intégral des sommes détournées et engagement de suivi psychologique. Cet homme transformé par l'épreuve tentait péniblement de reconstruire sa dignité sur des bases plus saines. Céline avait fini par trouver un emploi de vendeuse dans une boutique de cosmétiques après des mois de recherches infructueuses. Cette première expérience professionnelle lui enseignait progressivement la valeur de l'argent gagné par son propre travail. Sa chirurgie esthétique avait été définitivement abandonnée. « Je commence à comprendre ce que tu ressentais », avait-elle timidement avoué à Margot lors d'une conversation téléphonique récente. Travailler pour gagner sa vie donne un autre sens à l'existence. Cette prise de conscience encourageante laissait espérer une réconciliation future entre les 2 sœurs, même si Margot restait prudente face aux velléités de changement de sa cadette. L'association d'aide aux femmes victimes de violences domestiques avait sollicité Margot pour témoigner de son parcours lors de conférences de sensibilisation. Ses interventions publiques lui permettaient de transformer son expérience douloureuse en source d'espoir pour d'autres femmes en détresse. « Votre histoire prouve qu'il est possible de se reconstruire à tout âge », lui disaient régulièrement les participantes. « Vous incarnez la preuve vivante que la liberté vaut tous les sacrifices. » Ce dimanche de printemps, Marguerite avait organisé un déjeuner familial dans son nouvel appartement pour célébrer l'anniversaire de Margot. Cette réunion symbolisait la renaissance de liens familiaux purifiés par l'épreuve et la vérité. Bernard arriva le premier, portant un bouquet de roses blanches et une humilité touchante. Céline suivit quelques minutes plus tard, visiblement intimidée par cette atmosphère familiale qu'elle redécouvrait. « Joyeux anniversaire, ma grande !» déclara Bernard en embrassant sa fille avec émotion. « Tes 29 ans marquent ta vraie naissance à la liberté. » Margot accueillit ses vœux avec sérénité, entourée de Sophie qu'elle avait invitée comme témoin de sa transformation. Cette présence amicale la rassurait pour naviguer dans ces retrouvailles délicates. Durant le repas, l'atmosphère resta détendue, malgré les non-dits qui planaient encore. Chacun respectait les nouvelles règles familiales établies par Margot,
conscient que leur réconciliation demeurait fragile et conditionnelle. J'ai appris que la vraie force, c'est savoir reconnaître ses erreurs, déclara solennellement Bernard en levant son verre. Ma fille m'a enseigné cette leçon essentielle. Margot sourit alors d'un sourire lumineux, qui effaçait définitivement les traces de la jeune femme soumise qu'elle avait été. Ce sourire rayonnait de confiance reconquise, d'amour-propre restauré et de fierté légitime. Elle avait gagné bien plus qu'une simple indépendance. Elle avait conquis le respect de tous et surtout le sien propre. What is this? Berry. I don't know what these berries and like. I don't know what the berries do. I think they're kind of useful like, now that we're leveled. What's that? I think they're kind of useful now that we're a higher level. Yeah, the berries. Yeah, I feel like we should look into it. Especially when There's a level fighting. 25 freaking guy here. You could probably fight him. We can't, but we can only fight the last guy. Apparently we exceed that. Well, I You're guess 'cause right. my Matang is level 40, so it's like we exceed. OMG, I forgot about that actually. The one I chose kind of looks like an armadillo. An armadillo. The starter you picked looks like an armadillo. Why am I imagining it being like Totodile or something? We have yet to like go to a biome where we could even find fire type Pokemon. I know, dude. Where do you have to go? I would assume it's like where magma would be, right? But it's not. Or like we're like the nether, you know what I mean? Like the nether or something? Yeah. I feel No. like another would be perfect for fire type. I'm but literally saying. can't see anything. Literally. I kind of like this orange wood. It's kind of cutie. It's those like dry branches that you see, or trees everywhere in that biome. That's what they are. What is it called? What is it? Acacia log. I'm not really a fan of the planks, but the logs look cute. I feel like the skinned ones would look cool, maybe. I just stole so much bread from that freaking village. Guess how much bread I have? I don't know, 60? More. More than 60. Yeah. What the hell? Bruh, 89. More. What the hell? Why do you have 100? Do you have 2 stacks? I got 3 full stacks and then a That's 23. disgusting, Thomas. You're literally putting this freaking village in famine. Where where are you? Give me some. I just ran back home after. You ran back home? Yeah. What the F, man? You left me out here? You were looting and stuff still. You literally left this aluminum and everything. There's aluminum there? Yeah, look, there's multiple. It's the second batch I found. I hardly even looked. In all those stones or something? Yes. What? This is where I Isn't found that it last platinum? time. Is that Oh, platinum is or it? it's It's platinum, raw I think. silicon. I don't know what that is actually. Or is this it? This looks like the same thing though. Bruh, I'm coming back to you. I didn't know that. what's that? I did not know this is where it spawned. I've been struggling. We need it to make Ultra Balls. We could literally make so many Ultra Balls if we had this stuff.
Yeah, well, you're welcome. Wow, thank you. What's this thing? Oh, Thunderstone shard. Thunderstone? Is that how I make... Is that... I feel like that'd be Vulture. Yeah. What... How do I get out of here? With your water bucket, you could just do something like this. What the And F? then go up and then grab it Oh out. yeah, I guess you're right.